En 2008, le monde s'effondre avec ce qu'on appellera la crise des subprimes. Les banques font faillite, les États impriment des milliards et des millions de personnes perdent tout. Et au milieu de ce chaos, un inconnu caché derrière un pseudonyme, Satoshi Nakamoto, publie un document de 9 pages. 9 pages qui allait déclencher la plus grande révolution financière du 21e siècle. Ce document, c'est le white paper de Bitcoin. En gros, c'est un document qui décrit le projet. Une idée simple, mais totalement folle. Et si on pouvait créer une monnaie mondiale qui n'appartienne à personne, qui ne dépende d'aucune banque et qu'aucun gouvernement ne puisse contrôler? 15 ans plus tard, Bitcoin, c'est une capitalisation de plus de 900 milliards de dollars, plus de 100 millions d'utilisateurs dans le monde, un réseau plus sécurisé que toutes les banques réunies et même des pays entiers qui en font une monnaie officielle. Et tout ça sans PDG, sans bureau et sans autorité centrale. Comment c'est possible? Comment une idée née sur un forum anonyme a-t-elle donné naissance à un système monétaire que personne ne peut arrêter? Aujourd'hui, on va plonger dans l'histoire de Bitcoin pour comprendre d'où il vient, comment il fonctionne et surtout pourquoi il défie encore tout le système financier mondial. Alors accroche-toi parce qu'après cette vidéo, tu ne verras plus jamais ton argent de la même façon. Allez, c'est parti! Avant de comprendre pourquoi Bitcoin est une révolution, il faut d'abord comprendre le monde dans lequel il est né. Avant 2009, toute notre économie repose sur une seule chose, la confiance. Quand tu envoies de l'argent à quelqu'un, tu fais confiance à ta banque pour exécuter la transaction correctement. Tu fais confiance à ton gouvernement pour que ta monnaie garde sa valeur. Et tu fais confiance au système pour qu'il ne fasse pas n'importe quoi avec ton argent. Mais cette confiance, elle est souvent brisée. Les banques peuvent bloquer ton argent à tout moment. Les États peuvent en imprimer à l'infini, provoquant de l'inflation et la perte du pouvoir d'achat. Et toutes tes transactions passent par des systèmes centralisés, dirigés par quelques grandes institutions. En clair, ton argent ne t'appartient pas vraiment. Tu en as l'illusion tant que tout va bien. Mais dès qu'une crise arrive, tu découvres la réalité, que tu n'as aucun contrôle. Faisons un petit retour dans le temps en 2008. L'année 2008, c'est le crash du siècle. Le crash des subprimes. Des banques comme Lehman Brothers, qui valaient des milliards, s'effondrent du jour au lendemain. Pourquoi? Parce qu'elles avaient construit des montagnes de dettes sur des prêts risqués, en pariant avec l'argent des autres. Et quand tout s'écroule, ce ne sont pas les responsables qui payent, ce sont les citoyens. Des millions de personnes perdent leurs emplois, leurs économies et même leurs maisons. Pendant ce temps, les grandes banques sont sauvées par les gouvernements avec l'argent des contribuables. Ironique, non? Les mêmes institutions qui ont causé la crise sont les premières à être renflouées. Et le message envoyé au monde est très clair. Le système peut tricher et toi, tu n'as rien à dire. C'est dans ce chaos qu'un mystérieux développeur, caché sous le pseudonyme de Satoshi Nakamoto, décide de proposer une alternative. Le 3 janvier 2009, il crée le tout premier bloc de la blockchain Bitcoin. Et dans ce bloc, il inscrit une phrase qui deviendra historique. La phrase qui s'affiche juste maintenant. Ça signifie le chancelier de l'échiquier sur le point de lancer un deuxième plan de sauvetage pour les banques. Cette ligne, c'est le titre du journal britannique The Times. C'est un clin d'œil, mais aussi une déclaration de guerre. Bitcoin n'est comme une réponse directe au système financier. Un système sans confiance, sans intermédiaire, où les règles sont mathématiques et non pas politiques. Une monnaie que personne ne peut manipuler et qui appartient à ceux qui la détiennent. Bitcoin, c'est le rejet du « trop gros pour échouer ». C'est le début d'un nouveau monde, celui d'une monnaie libre. Son nom est devenu une légende, Satoshi Nakamoto. Personne ne sait vraiment qui il est, ni d'où il vient, ni même s'il est toujours en vie. Certains disent que c'est un génie solitaire, d'autres pensent que c'est un groupe de chercheurs. Et il y a même des théories qui affirment que Satoshi serait une organisation gouvernementale secrète. Mais peu importe son identité, ce qui compte, c'est ce qu'il a créé. En octobre 2008, Satoshi publie un document de seulement 9 pages, intitulé Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System. C'est ce qu'on appelle le white paper. Et à l'intérieur, il décrit un système de paiement électronique permettant d'échanger de la valeur sans passer par un tiers de confiance. En d'autres termes, une monnaie numérique qui fonctionne toute seule, sans banque, sans autorité centrale, grâce à un réseau d'ordinateurs qui se font confiance sans jamais avoir besoin de se connaître. L'idée peut sembler abstraite, mais c'est un véritable chef-d'œuvre d'ingénierie et de philosophie. Satoshi ne voulait pas seulement inventer une nouvelle monnaie, il voulait résoudre le problème fondamental de la confiance. Jusqu'ici, toute l'économie mondiale reposait sur des institutions censées garantir cette confiance. Les banques, les gouvernements, les États. Mais Satoshi, lui, a proposé autre chose. Remplaçons la confiance
dans les hommes par la confiance dans les mathématiques. Et pour ça, il a utilisé une invention révolutionnaire qui se nomme la blockchain. Une base de données publique, distribuée et partagée entre des milliers d'ordinateurs dans le monde. Chaque transaction y est enregistrée de manière transparente, validée par un consensus collectif et rendue immuable. Il n'y a pas de PDG, pas de banque et pas de censure, seulement du code et une communauté mondiale qui le fait vivre. D'ailleurs, si tu veux en apprendre plus sur la blockchain et comprendre cette technologie fascinante, j'ai fait une vidéo qui explique son fonctionnement de manière simple et imagée. Je te mets le lien en description, alors n'hésite pas à y jeter un coup d'œil. Entre 2009 et 2010, Satoshi participe activement aux premiers échanges sur les forums de développeurs. Il répond, il explique, il corrige, toujours avec le même ton calme, méthodique et pédagogique. Puis un jour, il disparaît, sans prévenir, sans laisser de traces. Son dernier message public date de 2011. Depuis, plus rien. Aucune apparition, aucun mot, seulement un héritage, le Bitcoin. Et c'est là que le mythe commence. Parce que Satoshi n'a pas seulement créé une technologie, il a semé une idée si puissante qu'elle continue de vivre sans lui et de défier le système financier mondial. Bitcoin n'a pas besoin de son créateur, c'est ce qui la rend unique. Un système sans maître, une monnaie sans chef et une révolution sans visage. Alors maintenant qu'on a vu l'origine et le créateur du Bitcoin, il est temps de comprendre comment tout ça fonctionne. Et rassure-toi, pas besoin d'être ingénieur pour suivre. Tu vas voir, c'est logique, simple et même assez élégant. Imagine Bitcoin comme un grand registre public mondial. Un immense livre de comptes partagé que des milliers de personnes partout dans le monde tiennent ensemble. Chaque fois que quelqu'un envoie ou reçoit des bitcoins, la transaction est notée dans ce registre. Tout le monde voit la même version et tout le monde s'assure que les chiffres s'équilibrent. Et la magie, c'est que ce registre n'appartient à personne. Il est tenu collectivement par des milliers d'ordinateurs. Mais là, tu te demandes sûrement, ok, mais qui tient ce cahier? Qui vérifie que tout est juste? Eh bien, ce rôle, il revient à ce qu'on appelle les mineurs. Et les mineurs, ce ne sont pas des gens avec des pioches, mais des ordinateurs puissants qui se battent pour résoudre un casse-tête mathématique extrêmement difficile. Leur mission, c'est de vérifier les transactions et sceller chaque page de registre avant qu'elle ne soit ajoutée à l'histoire du réseau. Le premier ordinateur qui trouve la bonne solution gagne le droit d'ajouter la nouvelle page et en récompense, il reçoit des bitcoins qui viennent d'être créés. C'est ce qu'on appelle le minage. Tu peux voir ça comme une course mondiale d'ordinateurs. Chaque participant veut résoudre l'énigme le plus vite possible. D'ailleurs, en moyenne, il faut environ 10 minutes pour ajouter une nouvelle page. Mais ce n'est pas un jeu inutile. Cette compétition crée une sécurité qui est gigantesque. Parce que pour tricher, il faudrait refaire tout le travail des autres mineurs et le faire plus vite que la planète entière combinée. En pratique, c'est impossible. Résultat, Bitcoin devient le réseau le plus sécurisé au monde. Bien plus difficile à attaquer que n'importe quelle banque ou gouvernement. Ce système s'appelle la preuve de travail ou Proof of Work. Et ce concept est génial parce qu'il crée un équilibre naturel. Plus il y a de participants, plus le réseau devient fort et fiable. C'est comme si à chaque nouveau mineur, on ajoutait un mur de protection supplémentaire autour du système. Chaque ordinateur renforce les autres et ensemble, ils créent une forteresse numérique mondiale ouverte à tous mais impossible à corrompre. Mais Bitcoin ne se contente pas d'être sécurisé, il est aussi prévisible. Et ça, dans le monde de la monnaie, c'est une révolution. Bitcoin a une règle d'or inscrite dans son code. Il n'y aura jamais plus de 21 millions de Bitcoin en circulation. C'est un peu comme si tu savais dès aujourd'hui combien de billets de banque il y aura jusqu'à la fin des temps. Et tous les 4 ans environ, la récompense donnée aux mineurs est divisée par 2. C'est ce qu'on appelle le halving. Le dernier ayant eu lieu en 2024, il y a actuellement 3,125 bitcoins qui sont émis par nouveau bloc. Résultat, la création de nouveaux blocs ralentit avec le temps, jusqu'à s'arrêter complètement vers l'an 2140. Tu peux voir ça comme une mine d'or numérique. Au début, il était facile de trouver des bitcoins, mais au fil du temps, il faut de plus en plus d'efforts et de puissance pour en créer de nouveaux. Et cette rareté programmée, c'est ce qui donne à Bitcoin sa valeur unique. Dans un monde où les banques centrales peuvent créer de la monnaie à volonté, Bitcoin fait exactement l'inverse. Il suit des règles fixes, transparentes et mathématiques. Et c'est peut-être ça le plus fou. Tout système fonctionne sans chef, sans banque, sans entreprise. Bitcoin n'a pas de bureau, pas de service client et pas de bouton pause. Pourtant, il tourne 24 heures sur 24 depuis plus de 15 ans sans aucune interruption. Pourquoi? Parce qu'il repose sur des règles que tout le monde connaît et sur une idée simple mais puissante. Ne fais pas confiance, vérifie. Bitcoin, c'est un réseau vivant,
un système financier mondial soutenu non pas par la politique, mais par la participation volontaire de millions de personnes qui croient dans une monnaie libre. Et c'est ce mélange d'ingéniosité, de rigueur et de philosophie qui fait de Bitcoin bien plus qu'un simple actif numérique. C'est un organisme autonome, porté par la conviction que la monnaie peut exister sans autorité centrale. Bitcoin, à la base, ce n'est pas juste une invention technologique, c'est une promesse simple mais radicale. Et si la monnaie pouvait enfin appartenir à ceux qui l'utilisent plutôt qu'à ceux qui la contrôlent? Depuis toujours, la monnaie est une histoire de pouvoir. Les rois, les banques, les États, ce sont eux qui la créent, la régulent et la distribuent. Et toi, tu l'utilises en espérant qu'ils ne feront pas n'importe quoi avec. Bon, malheureusement, on a vu dans le passé que c'était pas gagné. Mais cette confiance a un prix qu'on paye tous les jours, dans notre pouvoir d'achat, dans nos impôts, dans nos dettes. Avec Bitcoin, ce rapport de force change complètement. Pour la première fois dans l'histoire moderne, on peut posséder son argent réellement. Mais pas au sens avoir de l'argent sur un compte, au sens littéral. Ton argent est à toi, dans ton portefeuille numérique, protégé par une clé que toi seul détiens. Personne ne peut le bloquer, personne ne peut le censurer et surtout, personne ne peut en créer davantage pour le dévaluer. Bitcoin, c'est la promesse de la souveraineté financière. Tu n'as plus besoin d'une banque pour exister économiquement. Tu n'as plus besoin d'un État pour valider ton droit à posséder. Tu reprends le contrôle. Et cette idée, elle peut sembler abstraite dans les pays stables. Mais pour des millions de personnes dans le monde, c'est une question de survie. Dans des pays comme par exemple le Venezuela, l'inflation a dépassé les 200% rien que sur l'année 2024. Pour comparaison, en France, sur la même période, l'inflation a été d'environ 2%. Et pourtant, on le ressent déjà. Imagine, ton salaire du mois de janvier est divisé par 3 en décembre. Ton argent fond littéralement entre tes mains. Et quand les banques ferment, ou que les États imposent des restrictions, tu n'as plus aucune porte de sortie, sauf Bitcoin. Parce que Bitcoin n'a pas besoin d'autorisation. Tout ce qu'il te faut, c'est une connexion à Internet et une clé privée. Pas de compte à ouvrir, pas de papier à signer, pas de permission à demander. Tu peux envoyer, recevoir ou stocker de la valeur comme bon te semble. Et personne ne peut t'en empêcher. C'est ça la promesse de Bitcoin, une monnaie sans barrière. Mais au-delà de la liberté individuelle, Bitcoin porte aussi une révolution collective. C'est le premier système monétaire mondial qui ne repose sur aucune autorité centrale. Comme on l'a dit, il n'y a pas de président, pas de gouverneur, pas de PDG, seulement des règles. Des règles transparentes, accessibles à tous et impossibles à trafiquer. Dans le monde traditionnel, ce sont les puissants qui décident des règles du jeu. Avec Bitcoin, les règles s'appliquent à tout le monde sans exception. C'est ce qui rend le système profondément juste. Un Bitcoin vaut un Bitcoin. Peu importe ton pays, ton nom, ton âge ou ton statut. Tu peux être un étudiant en Afrique, un retraité en France ou un entrepreneur à Tokyo, le réseau te traite exactement de la même manière. Et cette équité, c'est une véritable révolution silencieuse. Parce que pour la première fois, la monnaie n'est plus un outil de contrôle, mais un outil de liberté. Bitcoin, c'est une monnaie du peuple, pour le peuple. Pas parce qu'elle est populaire, mais parce qu'elle est neutre. Aucune entité ne peut la manipuler, aucune frontière ne peut la contenir, et aucun gouvernement ne peut l'arrêter. Et cette neutralité, elle fait peur, parce qu'elle remet en cause l'ordre établi. Elle retire aux institutions un pouvoir qu'elles ont toujours considéré comme naturel, le pouvoir de créer de la monnaie. Mais c'est aussi ce qui rend Bitcoin fondamentalement révolutionnaire. Il propose un système économique basé non pas sur la dette, la promesse ou la confiance, mais sur les mathématiques et la transparence. Tu vois, Bitcoin, ce n'est pas un pari financier, c'est un pari sur la responsabilité individuelle. C'est dire, je ne veux plus dépendre d'un système bancal pour gérer ma richesse. Je veux comprendre, posséder et assumer la mienne. Et c'est une idée extrêmement puissante. Parce qu'une société où les individus contrôlent leur propre argent, c'est une société où le pouvoir se rééquilibre. En résumé, la promesse de Bitcoin, c'est celle d'un monde où chacun peut posséder, transférer et protéger sa richesse sans autorisation. Et la révolution de Bitcoin, c'est qu'il prouve que ce monde est déjà possible. Bitcoin, ce n'est pas seulement une monnaie numérique, c'est un message codé dans le temps. Nous pouvons créer une économie libre, sans tricherie, sans privilèges et sans permission. Et c'est pour ça que quoi qu'on en dise, Bitcoin continue de déranger, de diviser et surtout d'inspirer. Tu l'as vu, Bitcoin porte une promesse incroyable. Mais comme toute révolution, elle ne vient pas sans critique, ni sans limite. Et c'est important de les comprendre, parce qu'être pro-Bitcoin, ce n'est pas être aveugle. C'est savoir pourquoi on y croit malgré ses défauts. La première critique, c'est souvent la plus médiatisée et c'est Bitcoin consomme trop d'énergie.
Et c'est vrai, le réseau Bitcoin utilise beaucoup d'électricité, mais il faut comprendre pourquoi. Cette énergie n'est pas gaspillée, elle sert à sécuriser le réseau et à rendre chaque transaction infalsifiable. C'est le prix à payer pour un système monétaire mondial sans banque, sans autorité et sans triche. Et contrairement à ce qu'on imagine, une grande partie du minage utilise déjà des énergies renouvelables ou des surplus d'énergie non utilisés. En réalité, Bitcoin pousse même certaines régions à développer des infrastructures énergétiques plus propres et plus efficaces. Alors oui, il consomme, mais il produit aussi de la résilience. La deuxième critique, c'est Bitcoin est trop lent. C'est vrai, il ne peut pas gérer des millions de transactions par seconde comme une carte Visa. Mais ça tombe bien, il ne cherche pas à le faire. Bitcoin, c'est la couche de base du système, une sorte de socle monétaire numérique. Au-dessus de ce socle, d'autres technologies, comme par exemple le Lightning Network, permettent déjà d'envoyer des paiements instantanés pour presque rien à travers le monde. En clair, le réseau évolue. Lentement, oui, mais sûrement. Parce que la priorité de Bitcoin, ce n'est pas d'être rapide, c'est d'être solide et sécurisé. La troisième critique qu'on entend beaucoup, c'est Bitcoin est trop volatile. Oui, c'est vrai, son prix monte, descend, remonte, redescend et parfois tout ça dans la même journée. Mais c'est logique, on parle d'un actif qui est jeune, encore en phase d'adoption mondiale. Et malgré cette volatilité, si tu regardes l'histoire du Bitcoin sur les 10 dernières années, il reste l'un des meilleurs actifs de performance de la décennie. Sa volatilité, c'est le bruit de fond d'une révolution en marche. Et avec le temps, plus il sera adopté, plus sa valeur se stabilisera. Quatrième critique, le Bitcoin est utilisé pour des activités illégales. C'est une phrase qu'on entend souvent, mais en réalité, les chiffres racontent une autre histoire. Selon Chainalysis et même le FBI, les transactions illicites représentent environ 0,5% de l'activité sur Bitcoin. C'est bien moins que l'argent liquide qui reste le moyen préféré pour le crime organisé avec environ 4%. Et surtout, toutes les transactions Bitcoin sont publiques et traçables. C'est pas exactement le rêve d'un trafiquant. Enfin, dernière critique, et c'est peut-être la plus importante, Bitcoin, ce n'est pas parfait. Et tu sais quoi? Eh ben c'est totalement vrai. Bitcoin n'est pas magique. Il ne résoudra pas à lui seul la pauvreté, ni la corruption, ni l'injustice sociale. Mais il offre un nouvel outil, un outil qui redonne de la liberté, de la transparence et du pouvoir aux individus. Et ça, c'est déjà énorme. Alors oui, Bitcoin a ses défauts, mais c'est aussi ce qui le rend humain, ou plutôt ce qui le rend réaliste. C'est un système qui évolue, qui s'adapte, et qui continue de grandir malgré toutes les critiques. Et au fond, c'est ça aussi la preuve qu'il fonctionne, car on ne critique jamais autant ce qu'on ne peut plus ignorer. Bitcoin, au fond, ce n'est pas seulement une monnaie, c'est une idée née en plein chaos, quand le monde perdait confiance dans le système financier. Une idée qui disait « et si on pouvait créer une monnaie que personne ne puisse manipuler, ni censurer, ni arrêter ?» 15 ans plus tard, cette idée vit dans un réseau mondial géré par des millions de personnes, sans président, sans État et sans frontières. Et chaque bloc ajouté à la blockchain Bitcoin est comme un battement de cœur numérique, un symbole de résistance et de liberté financière. Bitcoin a prouvé qu'il était possible de faire tourner une économie mondiale sans autorité centrale. Et rien que ça, c'est déjà une révolution. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Parce qu'un jour, un jeune homme de 19 ans, nommé Vitalik Buterin, a eu une idée encore plus folle. Il s'est demandé « et si la blockchain ne servait pas seulement à stocker de la valeur, mais à créer des applications, des contrats et même des organisations entières sans besoin d'intermédiaires ?» Et ce rêve, c'est Ethereum. Là où Bitcoin est une monnaie et une réserve de valeur, Ethereum, c'est un petit peu comme un ordinateur mondial. Une blockchain capable d'exécuter des programmes, de faire vivre des projets et de construire ce qu'on appelle aujourd'hui le Web 3. Alors dans la prochaine vidéo, on va découvrir comment Ethereum est né, ce qu'il apporte à la blockchain et pourquoi il pourrait bien être la prochaine grande révolution après Bitcoin. Si cette vidéo t'a plu, que tu souhaites découvrir la suite et continuer à apprendre et te former, abonne-toi à la chaîne et mets un like, ça m'aide énormément. Et surtout, n'oublie pas, le monde de la crypto évolue à une vitesse folle. Alors reste à l'heure avec CryptoClock. Sur ce, je te dis à la semaine prochaine pour la vidéo suivante. Ciao!